Tea time, tea time. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas un instant café, c'est le tea time parce que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler anglais. C'est parti pour la vidéo Bina Vibe vous dit tout et je vous dis tout sur comment on a fait dans notre famille pour apprendre l'anglais. Bon, j'avoue, c'est un thé vert. Mais bon, l'intention y est. Alors pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, qui on est? Nous sommes les Bina Vibe. Nous sommes une famille de 6, nous avons 4 filles et depuis 2021, on voyage avec nos enfants de par le monde. Et on s'est dit qu'on allait faire de manière régulière des vidéos Bina Vibe vous dit tout où on répond finalement à toutes vos questions sur des thèmes ciblés. Dans notre dernière vidéo de Bina Vibe on vous dit tout, on vous a parlé de notre grande traversée des Alpes. Et cette semaine, on va vous parler de l'apprentissage de l'anglais. Parce que oui, l'anglais est hyper important dans notre famille parce qu'on voyage et surtout nos filles sont devenues bilingues. Donc voilà, maintenant ça fait 4 ans qu'on voyage et maintenant nos filles nous servent même de traductrices dans les pays étrangers. Hello, my name's Olivia. I'm 14 years old. Hello. My name is Jill. I'm 12 years old. I travel with my family for about 3 years now. It's really great. I meet a lot of interesting people and that's it. I am Yoko and I'm 7 years old. My favorite animals are polar bears. My favorite color is yellow and I learn English because of books. I really like to read. Hello, Miss You. Je vais répondre à votre première question. Pourquoi j'ai décidé d'enseigner l'anglais à mes enfants moi-même? Il faut savoir qu'en 2019, mes filles étaient encore à l'école, les 2 plus grandes, en primaire, en immersion en anglais. Et c'est vrai qu'elles avaient déjà fait 2 ans d'immersion avec Miss Sabrina, que je tiens à remercier, qui leur a déjà donné les prémices de la langue. Mais c'était pas suffisant. Et on avait décidé, au fait, en 2019, de partir en voyage pendant 2 mois et demi en Asie. Et là, on s'est rendu compte que les langues, c'était important. Et surtout, on a pris le goût du voyage. Et donc, en 2019, on a décidé de faire, à partir de de septembre 2019, de faire l'école à la maison pour avoir la possibilité de voyage quand on veut. Et donc, là, on s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais l'école à la maison en français? Ou je fais l'école à la maison en français avec une 2e langue? Ou est-ce que je fais l'école à la maison avec carrément une immersion? Et j'ai décidé de faire l'école à la maison avec une immersion en anglais, c'est-à-dire une partie des cours qui sera donnée en anglais. Mais attention, à ce moment-là, mon niveau d'anglais, il n'était pas bon du tout. Voilà, moi j'ai eu de l'anglais quand j'étais à l'école, pendant mes secondaires, ça fait il y a déjà pas mal d'années, et mon niveau était vraiment exécrable. Vous demanderez à mes copains de classe de l'époque, ils vous répondront la même chose, j'étais nulle en anglais. Et je ne m'étais pas spécialement améliorée dans le monde du travail pour l'anglais. Et donc, il a fallu aussi que moi, je réapprenne en même temps qu'elles l'anglais pour qu'elles aient maintenant le niveau qu'elles ont aujourd'hui. À quel âge elles ont commencé l'anglais et est-ce qu'il y a un âge auquel ça devient trop tard? On vous le dira, tout le monde le dit, le plus tôt c'est le mieux. C'est clair que plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre une langue. Je vois mes 2 dernières, elles ont été immergées dans l'anglais dès le début. Elles ont appris en tout cas tout ce qui est compréhension à l'audition, compréhension après à la lecture des histoires. Elles l'ont appris tout de suite, c'était beaucoup plus facile que pour les 2 grandes. Mais c'est pas pour autant que pour les 2 grandes c'était compliqué parce que elles étaient encore enfants, elles sont encore dans la phase où elles s'intéressent à beaucoup de choses, où elles apprennent très facilement. Moi, en tant qu'adulte, j'ai encore réussi à apprendre aussi l'anglais et à clairement m'améliorer depuis que je leur donne l'école à la maison. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge, mais clairement, plus c'est jeune, mieux c'est. Donc voilà, pas hésiter, ne pas attendre trop longtemps. Et si votre enfant n'a que 2 ans et que vous voulez lui apprendre l'anglais, vous pouvez déjà l'immerger dans l'anglais. Ce n'est pas un souci, il ne faut pas attendre qu'il ait 6 ans, 7 ans, 8 ans ou qu'il soit adulte. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé à donner l'anglais, je pense que je devais être à peu près à un niveau B1. Vous voyez les niveaux européens de langue qui vont de A1 à C2. J'étais donc en intermédiaire bas. Voilà. Maintenant, j'ai passé un test le mois passé, ou il y a 2 mois, et je suis C1. Voilà. Comment j'ai pu évoluer depuis 2019 en anglais. Pour ce qui est du niveau des enfants, évidemment, elles n'ont pas passé ces évaluations un peu formelles pour voir leur niveau d'anglais, mais de ce qu'on entend, quand elles discutent avec des autres anglophones, quand elles lisent des livres en anglais, quand elles regardent des films en anglais, elles ont le niveau C1, voire C2 clairement. Elles comprennent tout et elles arrivent surtout à écrire en anglais de manière tout à fait fluide, elles arrivent à lire en anglais de manière fluide et elles arrivent surtout à tenir des conversations complètes en anglais. D'ailleurs, leur cours, une bonne partie de leur cours est en anglais maintenant. Ce qui était important pour nous, c'est que, je vous l'ai dit, à l'école, j'étais pas très bonne en anglais et au fait, c'était vraiment difficile pour moi. Les cours de langue, je détestais ça parce que c'était dur et je voulais pas apprendre des listes de vocabulaire, c'était vraiment fastidieux, je détestais ça.
Et je ne voulais pas que mes filles se retrouvent confrontées aux mêmes difficultés que j'ai eues. Je ne voulais pas qu'elles se retrouvent à devoir étudier des listes, à être bloquées aussi dans leur vie de tous les jours parce qu'elles ne connaissent qu'une seule langue, le français. Je voulais qu'elles aient vraiment des facilités par rapport aux langues. C'est ça aussi qui a poussé à dire on va faire l'immersion en anglais dès que possible et le plus possible pour que justement elles aient un niveau où elles ne vont pas éprouver ces difficultés comme moi j'ai pu les avoir quand j'étais jeune. Et Benoît, c'est pareil, il ne parlait pas du tout anglais. Donc voilà, et je pense qu'il avait aussi les mêmes difficultés que moi à l'école. Donc voilà, on ne voulait pas en tout cas que les filles aient ces difficultés-là et surtout on voulait leur ouvrir un maximum de portes pour que pour leur avenir, elles puissent choisir la voie qu'elles veulent et qu'elles surtout elles aient le choix et que grâce à la langue, elles puissent finalement s'immerger où elles le souhaitent et dans la culture qu'elles souhaitent. Alors en gros, comment on a fonctionné pour notre école à la maison? Elles avaient cours de français traditionnel, les maths étaient donnés en anglais, les sciences en anglais, cours d'anglais formel sur l'apprentissage de la langue, et puis alors géographie, histoire en anglais et en français pour qu'elles aient un peu une vue large sur ce qui se fait d'un côté du monde et de l'autre côté. Quelle méthode utiliser pour apprendre l'anglais? Il existe une multitude de méthodes. Moi, je suis partie de l'idée que je voulais faire de l'immersif. Je ne voulais pas des manuels traditionnels qu'on trouve à l'école chez nous qui partent du français pour apprendre l'anglais, où les consignes sont en français pour apprendre l'anglais. Je voulais vraiment quelque chose d'immersif. Je suis partie du postulat que de toute façon, tous les enfants apprennent leur langue maternelle de manière immersive. On ne leur donne pas dans une langue bébé de quoi apprendre leur langue future. Donc voilà, c'est l'immersion. Et donc j'ai cherché des manuels où les instructions elles-mêmes étaient données dans la langue. Et pour ça, Google est votre ami. J'ai tapé sur Google quelle méthode utiliser pour apprendre l'anglais, quelle méthode gratuite utiliser pour apprendre l'anglais, parce que oui, j'avais quand même dans l'idée de faire des économies. Et je suis tombée en premier lieu sur une méthode qui s'appelle The Good and the Beautiful. Alors, c'est pas vraiment une méthode, ce sont des leçons d'anglais, voilà, qui sont données, qui sont sur Internet, qui sont gratuits en PDF, qui sont à la base pour les enfants des États-Unis qui font du homeschooling. Alors, cette méthode, The Good and the Beautiful, elle est orientée au niveau religieux, il faut le savoir, voilà. Nous, dans notre famille, nous n'avons pas spécialement d'attache religieuse à l'une ou l'autre religion, mais nous sommes ouverts à tout et donc j'ai quand même utilisé cette méthode parce qu'elle est très bien faite pour l'anglais en sachant que toutes les instructions, tout ce qu'il faut dire à l'enfant, et ça dès les petites classes maternelles, c'est écrit pour le parent. Donc tout est mis, voilà, lisez ça à l'enfant. Et donc on le lit, et donc il n'y a pas de faute de grammaire. Et ça pour moi c'était important qu'elles aient directement les bonnes bases. Donc cette méthode, elle est gratuite, elle est disponible pour toutes les années primaires. Il y a moyen de faire abstraction de la partie religieuse dans les documents, voilà. Ça va parler parfois de Dieu, ça va parler parfois de prière. Rien ne vous empêche de ne pas lire ces passages-là à vos enfants. Donc voilà, il y a moyen quand même de faire une sélection. On n'est pas obligé d'être à fond croyant pour suivre ce document-là. Maintenant, si vous êtes évidemment de religion chrétienne ou catholique, vous serez très content d'avoir ce cursus-là parce qu'il donne une ouverture aussi sur tout ce monde-là religieux. Mais en gros, à la base, c'est surtout quoi? C'est une méthode d'apprentissage de la langue anglaise, orientée américain, parce qu'évidemment c'est une méthode américaine. Il faut savoir que j'ai pas directement commencé, donc à ce moment-là, quand on a commencé l'école à la maison, Olivia et Jill étaient, si je me trompe pas, elles devaient rentrer en 4e primaire et en 3e primaire, ou en 3e et 2e, je ne sais plus. Et je n'ai pas commencé à ce level-là la méthode. J'ai pris à partir de la 1re primaire, parce que je voulais vraiment qu'elles aient les bases en orthographe et en grammaire en anglais, et donc ça ne servait à rien que j'aille déjà trop loin et qu'elle saute toute une partie de l'apprentissage. Donc on a commencé au level 1 et on a suivi comme ça chaque année, un level 1, un level 2, c'est à peu près un level par année. Maintenant ça dépend à la régularité que vous donnez à vos leçons et puis si vous prenez des vacances, etc. C'est des leçons assez courtes. Au début en tout cas les premières leçons durent à peu près 20 minutes et puis au fur et à mesure des années elles s'agrandissent un petit peu et surtout au fur et à mesure des années, le parent intervient de moins en moins. Maintenant les deux grandes le font totalement de manière indépendante, elles lisent les instructions et elles les font directement. Depuis 2019, maintenant, elles sont au level 5. Donc, je ne sais pas si en termes d'année, on est bon. On était en 2019, enfin 2019, 2020, 21, 22, 20, 21, 21, 22, 23, 24. Voilà, 24, 25. Donc voilà, 5 ans. Elles sont bien en level 5 cette année. Donc ça colle. On a suivi à peu près une année par an. Je n'avais pas vraiment fait attention à ça. Ça, c'est vraiment la première méthode que j'ai utilisée et que j'utilise encore avec les deux plus jeunes. Donc actuellement, Sue fait le level K de The Good and the Beautiful et Yoko, elle est déjà au level 3 de The Good and Beautiful en sachant qu'elle a commencé
également au level pré-K, donc ce qu'il y a juste avant le kindergarten. Elle a commencé à ce niveau-là et au fait, elle a avancé très très vite dans les leçons et ça c'est l'avantage de l'école à la maison, c'est qu'on n'est pas limité à des années. Donc si elle avance plus vite, eh bien, elle peut avancer plus vite. Et donc là, elle a avancé plus vite. Elle est en équivalent de la 3e année de primaire aux États-Unis. Voilà, je vais y arriver. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. Et j'ai pas utilisé que ça. Deuxième chose qu'on a utilisée, on a énormément utilisé l'application ReadingX. Alors ReadingX, c'est quoi? C'est une application anglaise, destinée pour les enfants anglais pour apprendre à lire en anglais. Cette application, elle existe déjà pour ceux de l'âge de 2 ans, avec les premiers apprentissages, les sons, les voyelles, ce genre de choses. Et puis après, il y a tout l'apprentissage de la lecture, de 7 à, et puis ça va jusque 13 ans à peu près, parce qu'ils ont une grosse bibliothèque de livres en anglais via l'application. Pourquoi j'ai choisi cette application-là, qui est payante? Je l'ai choisie parce que c'est un abonnement famille. Et donc mes 4 enfants sont sous le même abonnement, et surtout, le prix d'un abonnement, ben, c'est 2 leçons de cours privés. Donc voilà, j'ai vite fait le compte. Donc un abonnement à l'année, c'était le prix pour 2 cours privés sur toute une année. Non, pas sur toute une année, justement, que 2 cours, que 2 heures de cours. Je me suis dit que ça valait la peine. J'ai d'abord commencé une première période d'essai, ils offrent toujours 30 jours d'essai. J'ai commencé par cette première période d'essai et j'en étais convaincue. Les filles adoraient. Et surtout, l'application ReadingX, elles n'ont pas besoin de moi du tout pour la faire. Et donc, de leur côté, elles apprennent à lire. Encore aujourd'hui, les 2 grandes l'utilisent pour lire des livres. Yoko est aussi plutôt dans la partie maintenant postérieure au cours, c'est-à-dire qu'elle a appris à lire, elle sait lire couramment et donc maintenant elle fait plutôt de la compréhension à la lecture. Et Sue, elle est en plein apprentissage de la lecture grâce à l'application ReadingX. 3e méthode. J'ai cherché des manuels pour les cours connexes. Je vous l'ai dit, la science, les mathématiques, l'histoire, la géographie. J'ai voulu qu'elle soit immergée en anglais également pour ces cours-là. Donc j'ai cherché des manuels disponibles. J'ai trouvé pour les mathématiques la méthode Kumon, qui est une méthode plutôt type Singapour. Enfin, ça ressemble très fort à du Singapour, c'est très évolutif. Kumon, c'est distribué via Amazon et ce genre de choses. C'est très très accessible. Les enfants peuvent s'auto-corriger. Donc là, c'était vraiment l'idéal, cette méthode, pour quand les enfants doivent travailler tout seuls, quand vous ne devez pas intervenir. Et surtout, c'est très valorisant pour eux parce qu'ils se sentent, ils se sentent progresser, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bloqués. Ce n'est pas une méthode qui va les bloquer. À chaque fois, c'est très facile, mais ça leur permet aussi d'avancer petit à petit, d'apprendre des choses. Des manuels de méthode Singapour en anglais, pour qu'ils aient les énoncés en anglais. Les livres de chez des éditions DK, qui sont très bien pour la géographie, qui sont très bien pour la science. Donc voilà, ça c'est tous des manuels connexes que j'ai achetés pour qu'en parallèle, elles puissent apprendre les autres matières avec ces manuels-là. Ça, c'était ma 3e méthode, c'est les manuels de manière générale. 4e méthode. Et celle-là, c'est la plus fun. La 4e méthode, c'est l'apprentissage grâce aux dessins animés. Nous avions décidé avec Benoît d'un jour dire c'est fini les dessins animés en français. On regarde uniquement les dessins animés en anglais sans sous-titres. Parce que le problème, c'est que si vous mettez des sous-titres, si l'enfant sait lire, il va faire juste lire les sous-titres et il ne va pas écouter. Et cette méthode, au fait, on l'utilise depuis qu'on fait l'école à la maison. Tous les films sont en anglais. Alors, c'est un peu changé dernièrement, vous le saurez dans une prochaine vidéo, par rapport notamment à l'apprentissage d'une 3e langue qu'on a commencé depuis peu, le japonais. Mais jusqu'à présent, c'était tout en anglais, et encore maintenant, les documentaires, quand elle va regarder un documentaire, c'est en anglais, à part quelques documentaires en français. Mais de base, on regarde la télé en anglais. Et ça, ça c'est vraiment, comme on dit, un game changer. Grâce à ça, maintenant, les filles ont un très très bon accent anglais, meilleur que le mien, parce qu'elles sont souvent immergées dans la langue au niveau de l'oral, et surtout, elles comprennent tout à l'oral. Elles n'ont pas besoin de lire des sous-titres pour pouvoir comprendre. Donc voilà, ça c'est vraiment la méthode qu'elles préfèrent, parce que c'est la méthode divertive. Je ne sais pas si ça se dit. Une question qui revient souvent, c'est comment finalement gérer l'apprentissage de l'anglais sans venir sacrifier l'apprentissage du français ou d'une autre langue ou de sa première langue. Ce qui est important, c'est surtout que les bases soient bien posées des 2 côtés. Pour les plus grandes, qui avaient déjà été beaucoup dans le français, j'ai pu directement travailler beaucoup l'anglais et le français, on a juste continué ce qui était apprentissage de la grammaire et de l'orthographe. Pour les 2 plus petites, mais la question s'est vraiment posée. Est-ce que je leur apprends d'abord à lire en anglais ou est-ce que je leur apprends d'abord à lire en français ? Et si je fais l'un, est-ce que c'est pas au détriment de l'autre? J'ai décidé de leur apprendre directement l'anglais. Parce que le français, elles l'entendent tout le temps autour d'elles. Dans la famille, on parle français. On se parle pas en anglais entre nous. Si, de temps en temps. Parce que maintenant, comme on parle tous anglais, on se parle aussi parfois en anglais. Mais de base, on parle en français. Et donc, je me suis dit qu'elles allaient être beaucoup immergées en français. Et donc, c'était mieux de passer d'abord par l'anglais et l'apprentissage de l'anglais. Donc, on a commencé à lire en anglais.
Mais je n'ai pas oublié le français pour autant. J'ai attendu pour les 2 plus petites qu'elles aient les bases en anglais, c'est-à-dire qu'elles sachent lire à peu près tous les sons, qu'elles aient déjà toutes les syllabes, qu'elles sachent lire leurs premières petites histoires pour commencer le français. Sue, la dernière, elle a commencé le français il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour elle, elle est encore vraiment dans l'apprentissage du français, toujours en parallèle de l'anglais. Yoko, c'était un peu mon crash test, je vous avoue. J'avais très peur que le français, ça ne rentre pas, qu'il y ait des lacunes à cause de l'anglais. Je pensais qu'elle aurait des difficultés et au contraire, j'ai l'impression que d'avoir appris en anglais d'abord, ça l'a aidé clairement pour le français. Elle savait déjà identifier quasi toutes les lettres, enfin voilà, c'était beaucoup plus simple. Et surtout, qu'une fois qu'elle a appris à lire en français, très vite, après avoir utilisé la méthode Bocher pour le français, petit indice pour comment on apprend le français, après avoir utilisé la méthode Bocher, très vite elle a commencé à lire ses premiers livres, ses romans, toute seule en français. Et maintenant, elle a 7 ans et elle lit couramment en anglais et en français. Et une fois qu'un enfant sait lire couramment dans une langue, il apprend plein d'autres choses parce qu'il va commencer à lire des livres qui l'intéressent et il va surtout augmenter sa culture générale de manière exponentielle. Et donc voilà, ça ne s'est vraiment pas fait au détriment de l'autre langue. Et j'ai envie de dire, les 2 grandes, c'est pareil. Maintenant qu'elles ont l'anglais et le français, finalement, ça enrichit leurs connaissances. Les textes des romans, souvent elles les lisent dans leur langue originale. Si c'est des textes d'auteurs français, elles vont les lire en français. Si c'est des textes d'auteurs anglais, elles vont les lire en anglais. Et au fait, toutes ces connaissances viennent s'enrichir et viennent enrichir finalement l'apprentissage de la première langue. Donc non, franchement, ça ne se fait pas au détriment. Au début, j'avoue, j'étais aussi inquiète de ça. Mais au final, à refaire, je refais exactement la même chose. Alors, combien de temps par jour consacrer à l'apprentissage d'une 2e langue? Alors, nous, on n'a pas vraiment compté en termes d'heures. On n'a pas dit, voilà, il faut faire 2 heures par jour, 5 jours semaine. Non. C'est-à-dire que comme les apprentissages se font en immersion pour quasi tous les cours, excepté le cours de français, les heures, elles s'accumulent très très vite. Comme les divertissements se font dans la langue d'immersion, les heures s'accumulent aussi très vite. Et donc au final, c'est de l'immersion. Donc j'essaie qu'il y ait un maximum d'anglais, malgré qu'on est tout le temps dans un environnement francophone entre nous, qu'on parle toujours en français. Donc j'essaie quand même qu'il y ait un maximum d'anglais. Les livres aussi, je leur ai acheté énormément de livres en anglais et je leur ai lu, quand elles étaient plus petites, des histoires en anglais et maintenant elles les lisent d'elles-mêmes. Ça aussi, ça a très bien joué pour l'apprentissage de la langue, même chez moi. C'était de lire des livres en anglais à voix haute. Donc voilà. Donc il n'y a pas, évidemment, la meilleure réponse, c'est plus il y a d'heures, mieux c'est. Allez, si je devais dire un minimum, au moins 20 minutes à 1 heure par jour. Au moins. Parce que sinon, ça peut aussi très vite se perdre. Bien que je pense que ça revient vite, comme le vélo. Mais je dirais qu'il y a quand même un minimum tous les jours d'être dans la langue. Après, ça peut se faire en écoutant des chansons, en disant des paroles de chansons, en regardant des dessins animés, en regardant des documentaires, en lisant des livres. Donc il y a moyen de faire facilement ce temps tous les jours. Maintenant, je sais que c'est pas toujours facile parce que parfois les enfants ils ont des activités où ils vont à l'école et ils ne savent pas apprendre à être autant immergés. Alors le mieux dans ce cas-là, c'est de privilégier évidemment tout ce qui est petits moments détente, de le faire dans la langue. C'est-à-dire le soir, la petite histoire du soir, la faire en anglais. La petite musique qu'on écoute en voiture, la faire en anglais. On prend le goûter, on n'hésite pas à parler des objets qu'on a à table, du repas qu'on mange en anglais. Donc voilà, privilégier tous ces petits moments de détente. On se lave les dents, on parle en anglais, on se dit I brush my teeth. Voilà, c'est petit à petit, on immerge comme ça un maximum dans la langue et c'est pas obligé d'être 20 minutes ou 1 heure d'affilée, ça peut être dispersé, disséminé au fur et à mesure de la journée. Chapitre 2, les premiers défis. Est-ce que mes enfants ont eu des blocages dans l'apprentissage de la langue et comment on a fait pour les surmonter? On a eu un petit peu de blocage à un moment donné, c'est que les filles voulaient regarder un peu plus de choses en français parce qu'elles se rendaient bien compte qu'elles ne comprenaient pas toujours très bien ce qu'ils disaient en anglais ou elles voulaient remettre en arrière, remettre les sous-titres pour essayer de bien comprendre. Et là, comment j'ai fait pour les surmonter? En tenant bon. C'est tout. Voilà. Il faut juste tenir. Il faut dire non, on va laisser en anglais parce que c'est pas grave si on comprend pas tout. Petit à petit, on va mieux comprendre. S'il faut, on regarde la série une 2e fois. Et c'est vrai que quand on regarde une 2e fois, on comprend plus de choses et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tenir bon. Essayer de trouver aussi parfois des choses qui sont d'un niveau plus bas. Pas hésiter à prendre des livres pour enfants, des livres pour plus petits, même si vos enfants ont déjà 7-8 ans, leur lire des livres pour enfants de 3-4 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à surmonter le blocage parce que si l'enfant trouve ça facile, ça ne le dérangera pas. C'est s'il trouve ça difficile qu'il va vouloir s'arrêter et dire « Ah non, moi la langue, je ne veux plus en entendre parler ». Mais en fait, en trouvant des trucs faciles, en trouvant des petits jeux pour plus petits, au final, ça marche. Est-ce que mes enfants mélangent les langues? Est-ce qu'un enfant qui apprend 2 langues en même temps peut les mélanger? Oui, un enfant qui apprend 2 langues va mélanger ces 2 langues.
c'est inévitable. En tout cas, moi, mes filles, elles l'ont toutes fait. Et surtout les 2 dernières qui ont été immergées encore plus jeunes. Elles commencent des phrases en français, elles les terminent en anglais. Quand Sue veut dire si, elle va chaque fois dire if, elle va pas dire si en français. Est-ce que ça me pose problème? Non. Parce que je sais que c'est un passage un peu obligé et petit à petit les langues se scindent dans leur esprit. D'ailleurs les grandes, quand elles lisent un livre dans une langue ou dans l'autre, si elles vont commencer à m'en parler, elles vont me parler dans la langue du livre qu'elles ont lu, mais elles ne vont plus mélanger ces langues. Voilà, les plus petites les mélangent encore dans l'oral. Elles ont mis un peu plus de temps pour parler, que ce soit en français ou en anglais. C'est normal, c'est très courant dans les familles bilingues notamment. Enfin nous c'est pas le cas parce que nous à la base on est 2 francophones, mais dans les familles bilingues c'est souvent le cas que les enfants parlent un peu plus tard. Voilà, ils ont 2 langues à apprendre en même temps. Eh ben oui, ça prend plus de temps peut-être. Mais par contre, une fois que le déclic se fait, une fois qu'ils savent parler, il n'y a pas de souci. Très vite, ça revient. Alors au début, il y aura des fautes. Et puis très vite, ils arrivent à diriger et à savoir de quelle langue ils sont en train d'utiliser. Mais ça se fait inconsciemment, ça se fait pas consciemment. Et ça arrive qu'ils fassent des erreurs et qu'ils parlent d'une autre langue ou qu'ils prennent un mot d'une langue et un mot de l'autre. Parce qu'ils n'ont pas toujours la correspondance, vu que on n'apprend pas des listes de vocabulaire. Donc parfois, elle va savoir que dentifrice se dit comme ça en français, mais elle va pas savoir comment ça se dit en anglais. Par contre, elle va savoir comment on dit la brosse, brush, et donc elle va mélanger les deux. Mais c'est pas trop grave, parce qu'à force d'être immergés, leur vocabulaire s'agrandit, leur grammaire s'agrandit, et puis finalement, ils arrivent à parler vraiment dans les 2 langues de manière distincte. Comment elles ont appris spécifiquement à lire en anglais? Ça, c'était très fort grâce, je vous l'ai dit, à l'application Reading-X. Et grâce aussi à The Good and the Beautiful, à lire les phonics. Et puis, une fois qu'on connaît bien les sons de base, on passe à ce qu'on appelle les sight words, ceux qui reviennent le plus fréquemment, les and, or, when, why, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, comme ça, les phrases se construisent et on apprend à lire. C'est un peu aussi une méthode syllabique. En dehors des sight words, c'est un peu une méthode syllabique, comme on utilise en français. Pour apprendre à lire, donc ça s'est fait comme ça, petit à petit, et très vite, elles ont su lire leurs premières histoires. J'ai commencé par des histoires pour tout petits, comme pour les apprenants natifs, au fait, qui apprennent leur langue, et c'est comme ça qu'ils apprennent à lire leur langue. J'ai utilisé les mêmes méthodes, mais pour l'anglais. Maintenant, comment apprendre à écrire en anglais? Donc là, on parle vraiment finalement de l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire, et là, c'est clairement les cours destinés aux enfants américains qui m'ont aidé. C'est ces cours de homeschooling parce que toutes les règles de grammaire ils sont présentées de manière agréable, ludique pour les enfants. Il y a des petites vidéos explicatives, il y a des petits jeux, des petits exercices et ben ça aide et puis ça leur permet d'avoir les bases et pas de manière formelle, un peu comme dans nos livres, nos manuels francophones pour apprendre l'anglais qu'on aurait chez nous, qui reprennent les règles de grammaire avec vraiment de manière très formelle. On va avoir la conjugaison, puis un peu finalement dans l'esprit français. Voilà, ici, grâce à ces cours, finalement, les leçons de grammaire sont immergées dans les cours et donc de temps en temps on a des leçons de grammaire, on y revient de manière régulière. C'est un apprentissage qu'on appelle en spirale, c'est-à-dire qu'on revient et en même temps on progresse, on avance comme ça. Et ça c'est vraiment très efficace pour apprendre à écrire sans faute et avoir une bonne grammaire en anglaise. Voilà, je pense que mes filles, soit elles sont bonnes en orthographe et elles sont bonnes dans les 2 langues, soit elles sont pas très bonnes en orthographe et elles ont des lacunes dans les 2 langues, mais ça on sait y retravailler et ça c'est pas un souci. Donc ce n'est pas parce que c'est une autre langue que le français qu'il y a d'autres difficultés qui apparaissent par rapport à l'écriture. Absolument pas, c'est les mêmes difficultés que quand on est dans l'apprentissage de sa langue maternelle. Chapitre 3, ce qu'on aurait aimé savoir avant de commencer. Quels sont finalement les avantages d'être bilingue si jeune? Les avantages, ils sont multiples, et pas que pour les familles qui voyagent. Alors évidemment, pour une famille comme la nôtre, qui voyage énormément, être bilingue, c'est hyper pratique pour les enfants. Ils peuvent se faire des copains dans les plaines de jeux, quelle que soit la langue. Ils peuvent communiquer avec les personnes des autres pays. Ils peuvent même nous servir de traducteurs quand on va au musée, quand on va commander quelque chose au restaurant. Voilà, ça, clairement, c'est un avantage indéniable. Mais même pour les autres familles, c'est un avantage pour un enfant d'être bilingue, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que très tôt, il va ouvrir ses connaissances à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lire des livres dans plusieurs langues. Il va pouvoir s'ouvrir à une autre culture. Parler une autre langue, c'est aussi s'ouvrir à sa culture, voir comment eux, ils gèrent les choses, parce qu'une langue, c'est pas juste une traduction littérale. C'est aussi une manière de parler, c'est aussi une manière de s'exprimer, c'est une manière aussi d'insister sur certaines choses et pas sur d'autres. Donc voilà, c'est vraiment, pour l'enfant, c'est un peu comme dans le temps, il y avait les cours de latin pour pouvoir apprendre d'autres choses, même si ce n'était pas utilisé dans la vie de tous les jours. Apprendre une autre langue, c'est surtout aussi apprendre d'autres choses, même si ce n'est pas utilisé dans la vie de tous les jours, même si vous êtes en Belgique ou même si vous êtes en France. Voilà, apprendre une autre langue, ça permet de vous ouvrir à plein de choses, surtout actuellement avec tout ce qui est le digital, avec tout ce qui est Internet, ça leur permet de regarder des vidéos, des documentaires dans d'autres langues, ça leur permet vraiment, ça leur ouvre un champ des possibles infinis.
Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut suivre une méthode précise ou suivre un peu en fonction de l'enfant? Évidemment, c'est un peu des deux. Avoir une méthode, ça permet d'être structuré, d'être sûr de passer à côté de rien. Mais l'enfant, parfois, il a plus de facilité dans certains domaines que dans d'autres, plus d'affinité, et donc il faut aussi savoir s'adapter à l'enfant. Donc, moi, ce que j'ai fait, finalement, c'est que oui, j'ai utilisé des cours qui étaient faits, mais aussi je les adapte à mes enfants. En l'occurrence, d'ailleurs, le cours ici, au niveau religieux, ne correspondait pas spécialement à ce que nous, on cherchait, mais je l'ai adapté à mes enfants. J'ai adapté aussi le rythme des leçons. Si je vois qu'une leçon va être trop longue pour mon enfant, c'est pas grave, je l'arrête, je la coupe. Parfois, j'enrichis aussi la leçon. Quand je remarque que certaines matières sont pas encore assez acquises, hop, je vais leur mettre un peu de vidéo sur le thème. Je vais aller chercher d'autres livres sur le thème. Je vais essayer de leur faire travailler un peu plus ces points-là. Donc voilà, évidemment, on adapte les méthodes à son enfant, mais il faut quand même avoir un fil conducteur parce que sinon, on ne sait pas vers où aller. Comment apprendre l'anglais à ses enfants quand on n'est pas bilingue soi-même? Ça commence par s'immerger en même temps qu'eux. Moi, j'ai utilisé les cours où il était marqué tout ce qu'il fallait pour le parent, tout ce que le parent devait dire, c'était écrit en anglais. Et donc, petit à petit, je lisais et je leur disais, alors que moi, au départ, je ne comprenais pas tout. Mais en fait, très vite, on accroche et très vite, on apprend. Et comme surtout, j'ai recommencé les bases avec les enfants, j'ai recommencé au début du primaire, la matière, j'ai vu aussi toutes ces bases qu'un enfant apprend, un enfant anglophone apprend. Et donc, ça m'a permis à moi aussi, finalement, d'avoir des bien meilleures bases pour cet apprentissage de la seconde langue. Et donc, maintenant, mon anglais s'est nettement amélioré, je vous l'ai dit. Mais donc, voilà, c'est pas parce que moi, je n'étais pas bilingue que ça a posé problème. C'est juste que il y a eu un petit temps d'apprentissage que moi j'ai dû apprendre au fur et à mesure que je leur apprenais, et j'ai dû m'immerger aussi, me forcer à regarder les films en anglais, même si je comprenais pas tout, m'obliger à retirer les sous-titres, parce que sinon je faisais que lire, et à l'oral finalement je ne comprenais pas ce qui se disait. Et donc voilà, c'est possible, mais évidemment c'est un travail, et au fait finalement c'est une synergie de famille, c'est plutôt un travail d'équipe. Voilà, en famille on s'est mis l'objectif de s'améliorer en anglais. Alors pas toute la famille, mais en tout cas une bonne partie de la famille se tient à cet objectif-là. Non, je ne dénonce pas Benoît qui ne parle pas anglais et qui ne fait pas l'effort. Mais si, il s'est amélioré, il s'est nettement amélioré. Je suis B1 maintenant. Vous ne me voyez pas devant la caméra, mais je suis B1. Et j'ai envie de dire, même au jour d'aujourd'hui, je fais encore des fautes en anglais. Et je ne suis pas encore vraiment tout à fait bilingue. Mais ça ne pose pas problème parce que mes filles sont quand même meilleures maintenant en anglais que moi. Donc elles m'ont même dépassée parce qu'elles en font plus que moi, parce qu'elles ont regardé plus de dessins animés en anglais, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, elles ont eu une capacité d'apprendre qui était même meilleure que la mienne. Et ce n'est pas parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas bilingue qu'elles ne le sont pas devenues. Chapitre 4. Dans ce chapitre, je vais répondre aux idées reçues sur l'apprentissage des langues. Une des idées reçues, c'est que c'est accessible qu'aux nantis, que l'apprentissage d'une langue nécessite beaucoup d'argent. Je vous l'ai dit et je vous l'ai montré, on a utilisé au départ surtout des manuels qui étaient gratuits, PDF, disponibles en ligne. Il faut savoir qu'il y a une très grosse communauté d'écoles à la maison aux États-Unis, et donc on peut se baser sur pas mal de ressources de chez eux pour pouvoir l'appliquer chez nous. Alors oui, évidemment, il y a aussi des manuels qui sont payants, il faut faire le choix de ce qu'on veut utiliser ou pas, mais c'est à la portée de tout le monde. Et maintenant, énormément de personnes regardent la télé, beaucoup d'enfants regardent la télé, jouent à des jeux, voilà. Rien ne vous empêche de les mettre en anglais. Aussi, une petite démarche qui est bien de faire, c'est de mettre très vite beaucoup de choses en anglais. C'est-à-dire, simplement mettre votre téléphone en anglais. C'est-à-dire, comme ça, l'enfant, il voit ces mots en anglais tout le temps. Savoir que power, c'est pour allumer, on, off, audio device, ce genre de choses. Voilà, rien que ces petits mots qui vont se mettre partout. Et ça, c'est une manière aussi de s'immerger. Et c'est tout à fait gratuit et à la portée de tous. Alors, est-ce que j'ai reçu des critiques par rapport à cette démarche de vouloir apprendre l'anglais à mes enfants? Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions? Oui. Oui. Oui, il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des incompréhensions même auprès de mes proches. Parce que déjà, ils savaient qu'à la base, j'étais nulle en anglais. Donc, ouais, tu vas apprendre l'anglais à tes enfants alors que toi-même, tu n'es pas forte en anglais. Mais justement, c'est pour ça que je veux leur apprendre l'anglais. Parce que je ne veux pas qu'elles aient les mêmes difficultés que moi. Il y a eu des incompréhensions sur déjà l'école à la maison, de manière générale. Vous voulez apprendre à vos enfants, voilà, c'était déjà une incompréhension. Mais en fait, ces incompréhensions, elles seront toujours. De base, il faut savoir qu'on a peur de ce qui est inconnu. Et comme c'est une démarche qui était un peu hors du cadre, ça faisait peur aux gens. Maintenant, avec le recul,
on a bien fait de outrepasser ces incompréhensions, ces remarques, ces critiques, parce que ben voilà, le résultat est là et ça valait vraiment la peine de le faire. Et même si mes filles étaient encore à l'école aujourd'hui, je leur donnerais quand même de l'anglais en dehors de l'école, parce que pour moi, c'était vraiment un plus d'avoir appris une deuxième langue comme ça. Même s'il y avait des critiques, il y avait aussi la critique sur le fait que ben, nous, en Belgique, de base, la deuxième langue, c'est souvent le néerlandais. Et donc la question s'est posée, oui, mais pour leur apprendre l'anglais, pourquoi pas le néerlandais? Oui, pourquoi pas? Nous, on a choisi l'anglais parce qu'on avait dans l'idée de voyager, d'aller partout dans le monde. Donc l'anglais étant plus utilisé que le néerlandais, c'est comme ça que c'est venu. Si maintenant j'avais dans l'idée d'aller habiter en Flandre, bien sûr, j'aurais choisi le néerlandais. Donc quel que soit le choix de cette seconde langue, voilà, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des questionnements. À vous de faire le meilleur choix en fonction de ce que vous voulez faire dans la vie. Je ne sais pas comment dire autrement. Je vais juste intervenir parce que je suis en régie, je gère en régie, je trouve ça génial. De base, dans la vie, il y a souvent, c'est ça qui arrive, c'est vous allez être critiqué. Vous commencez quelque chose, critiqué. Vous êtes au milieu et vous voyez et on voit que votre enfant a des lacunes ou que ça va pas bien, critiqué. Et c'est seulement quand on est à la fin et qu'on a tout bien réussi, ah mais oui, mais ça avait l'air facile quand même. Hein. Oui. C'est un truc de malade. S'il vous plaît, si vous êtes dans cette démarche d'apprendre quelque chose à votre enfant ou même dans la démarche de faire autre chose que l'anglais, hein, n'écoutez jamais les autres. Promis. Au début, critiquer, milieu critiquer, tu vois, hein, c'est compliqué. Hein. Et à la fin, ils critiqueront dans l'autre sens. Oui, à la fin, ils critiqueront dans l'autre sens. Faites-vous plaisir. C'est juste extraordinaire d'apprendre avec votre enfant. Bon, je retourne derrière. Merci, Benoît. Non, mais c'est vrai. Et en fait, on ressent un peu, même dans le fait qu'il intervienne, un peu cette frustration, mais c'est vrai qu'on est souvent cassé dans ce qu'on fait et c'est dommage. Et j'ai même mes filles, j'entends les deux premières qui en ce moment sont en train de parler de ce qu'elles veulent faire dans le futur. Et même par rapport à ça, encore aujourd'hui, il y a des gens qui les cassent en leur disant « mais c'est difficile ». Ah, mais il y en a beaucoup qui ratent dans ces matières-là. Mais allez, c'est vraiment cassé... Comment on dit ça, le poussin dans l'œuf là ouais. Mais donc voilà, c'est dommage. Donc n'écoutez pas, lancez-vous parce que tout est possible. Et la preuve, c'est que maintenant elles sont bilingues, alors que moi-même je ne parlais pas anglais comme il fallait. Je n'avais pas un bon anglais. Je parle anglais comme je parle français parce que vous avez remarqué, parfois je parle mal français aussi, alors que c'est ma langue maternelle. Donc voilà, oui, c'est possible. Et au fait, comment le savoir si on n'essaye pas? Alors, est-ce que les enfants ont passé des tests de niveau en anglais? Non, elles n'ont pas passé de tests de niveau formel en anglais. Mais elles ont quand même passé des tests de niveau en anglais. C'est un peu paradoxal. Elles n'ont pas passé les tests formels qu'on peut passer pour savoir si elles sont niveau A1, A2, B1, B2, etc. Mais elles ont passé des examens en Belgique via le jury central. Donc ça, c'est des examens qu'elles doivent passer en Belgique pour valider leurs apprentissages, valider leurs acquis au fur et à mesure qu'elles font l'école à la maison. Et elles ont passé encore récemment, Olivia vient de passer son CE2D, qui est l'examen de fin de 4e secondaire. Et dans cet examen-là, il y avait un examen en anglais. Un examen d'anglais à l'écrit et à l'oral. Et évidemment, finger in the nose, j'ai envie de dire. Mais oui, parce que par rapport à même à un enfant qui est à l'école, qui n'apprend l'anglais qu'à l'école, oui, leur niveau est clairement nettement supérieur parce qu'elles sont beaucoup plus immergées dans la langue que ce qu'on ne fait de base à l'école. C'est parti pour les erreurs à éviter dans l'apprentissage de l'anglais et mes meilleurs conseils. Quelles sont d'abord les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées ? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de grandes difficultés insurmontables. Ça a été plutôt au début des mots de vocabulaire que moi je ne connaissais pas ou des mots que je ne savais pas comment ça se prononçait. Donc il y avait dans leur cahier des mots qu'elles devaient, elles, apprendre à lire et moi je n'avais pas la bonne prononciation. Mais là, rassurez-vous, Google est votre ami. Vous tapez sur Google, vous mettez prononciation de tel mot et ils vous le diront en fonction de l'anglais de quelle région, comment ça se prononce. Et donc très vite, on a outrepassé ça. C'est vrai qu'au début, j'avais souvent des interrogations sur comment prononcer les mots, mais en fait, c'était pas des problèmes par rapport aux enfants, c'était surtout pour être sûr de leur apprendre la bonne chose. Mais bon, ça, il suffit de faire un peu de recherche et très vite, on arrive à outrepasser ça. Donc voilà. Ou sinon, je n'ai pas eu de gros blocages ou de grosses choses que... Si, après, une des difficultés, on vous l'a dit, c'est l'entourage qu'il faut accepter d'être parfois à contre-courant. Alors, quels sont les bénéfices que les enfants en retirent aujourd'hui? En fait, j'ai envie d'appeler les deux grandes. C'est elles qui vont vous dire quels bénéfices elles en tirent. Parce que si je dis moi, ça va être mon point de vue. Tandis que si c'est elles, c'est leur point de vue. Pour les films, on trouve avec Olivia que les séries anglaises, américaines, c'est beaucoup mieux que les séries françaises. On regarde d'ailleurs que des séries américaines. Et donc, c'est très pratique parce que des fois, elles ne sont pas en français et beaucoup de films sont en anglais.
D'ailleurs, là, je suis en train de lire un livre Robin Cook, Invasion. Et c'est en anglais. Si j'avais pas l'anglais, je serais pas lire et j'aime vraiment bien. Donc c'est chouette d'avoir l'anglais pour ça quoi. Ce qui est pratique aussi d'avoir l'anglais, c'est pour dès qu'on est dans les plaines de jeux. Parce que dans plein de pays du monde, ils parlent l'anglais et pas le français. Et donc on joue avec beaucoup d'enfants qui parlent que anglais. Et il y a 2 jours, il y a une amie américaine qui est venue en Belgique. Et donc on a pu facilement discuter avec elle sans problème. Donc c'était chouette aussi. Si j'ai un conseil à donner à un parent qui veut faire pareil, c'est d'être régulier, la régularité. Voilà, vaut mieux un petit peu tous les jours que plein de temps en temps. Voilà, faites un petit peu de manière régulière et vous verrez, petit à petit, l'anglais va rentrer, ou l'autre langue va rentrer, et votre enfant sera très vite bilingue, il va très vite vous étonner. En conclusion, n'hésitez pas à vous lancer dans la grande aventure de l'apprentissage de l'anglais. Franchement, ça en vaut la peine. My like carrot and love to play, to do the ambulance and the cook for, and my will give the thing to eat at the person malade. And the heal person, the one that was sick. The heal person. Donc vous voyez, Sue à 5 ans, c'est pas encore parfait, elle mélange encore du français et de l'anglais, mais bon, c'est très prometteur et sincèrement, je suis pas inquiète, je sais qu'un jour, elle parlera très bien en français et en anglais. Pour ceux qui sont intéressés, dans la description, il y a les liens vers les ressources qu'on utilise, donc pas hésiter à y jeter un œil. Voilà, et puis je vous le rappelle, si vous ne le savez pas encore, nous sommes les Binavibes et nous avons sur notre chaîne plus de, je sais même pas combien de vidéos, des centaines de vidéos, voilà, qui retracent un peu toutes nos aventures depuis septembre 2021. Donc je vous invite vraiment à aller revivre tout ça. Pour ceux qui veulent de l'aventure en famille, il y a aussi la dernière vidéo de Binavibes vous dit tout. C'était sur notre traversée des Alpes. Donc voilà, vous pouvez aussi aller vivre ces grands moments de famille parce que les apprentissages, ça passe aussi par les aventures qu'on vit ensemble en famille. Prochaine vidéo de Binavibes, on vous dit tout, ce sera sur le thème du camping-car. Alors, allez-y, balancez vos questions, mettez-les en commentaire. Et alors, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo aussi, des choses que vous voudrez un peu éclaircir, sur lesquelles je n'ai pas été assez loin, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre, soit directement à votre commentaire, soit dans une vidéo future. Donc voilà, on essaye vraiment maintenant de regrouper par thème, parce qu'on reçoit énormément de questions et ça nous fait très plaisir. Don't forget to subscribe.